Est-ce que le fameux mythe d'Orthobro, est-ce qu'il est vrai? Je dirais pas qu'il est complètement faux. C'est certain que l'orthopédie, c'est la spécialité où il y a le moins de femmes. Donc, selon les pourcentages, là, ça varie entre 8 à 12, 15. Avant qu'on atteigne la parité, là, il y a des études qui ont démontré que ça prendrait comme presque 300 ans avant qu'on arrive à 50-50. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Le podcast fait par et pour les étudiants en médecine. Ici Karine Andréas, je suis étudiante en médecine et je serai aussi la co-animatrice de cet épisode. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Dr Marilyn No. Dr Marilyn No, Dr No que je connais super bien en fait, là, pour une chirurgienne orthopédique. Orthopédique ou orthopédiste, là, on pourra voir comment on aime ça, là, mais qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine depuis quelques années. Alors, je suis très contente de la recevoir aujourd'hui au podcast pour nous parler de sa spécialité, la chirurgie orthopédique. Bon, si vous n'êtes pas nouveau sur le podcast, je pense que vous vous doutez un petit peu que c'est une spécialité qui m'intéresse particulièrement. Alors, je suis très contente de pouvoir parler de cette merveilleuse spécialité pour moi au podcast. Et bonjour, docteur No. Bonjour, merci de me recevoir au podcast, Karianne. Ça me fait plaisir. Écoutez, en fait, nous, on va le dire, là, on fait un podcast ensemble, là, avec le Sideline, là, qui parle de prévention des médecines, des pathologies pédiatriques en médecine du sport. Fait qu'on se connaît un petit peu, là, un petit peu beaucoup, là. Je vous apprécie aussi beaucoup, une de mes très bonnes mentors. Mais moi, je vous connais beaucoup. Les gens qui nous écoutent vous connaissent pas beaucoup. Alors, je sais pas si vous pouvez commencer par vous parler un petit peu de vous, de votre parcours et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes allé en orthopédie? Oui, certainement. En fait, moi, toute ma formation, je l'ai fait à l'Université de Montréal, puis j'ai commencé avec un bac en kinésiologie. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui est mouvement, entraînement, etc. Donc, j'ai commencé avec un bac en kinésiologie. Et pendant mon bac, j'ai aussi été exposée à la recherche. Et à la fin de mon bac, c'est là que j'ai fait le switch en médecine, où j'ai suivi le parcours de MD-MSc. Fait que j'ai fait mon doctorat en médecine en même temps qu'une maîtrise en sciences biomédicales, mais bien sûr qui était dans le domaine de l'orthopédie. Et suite à ça, je suis entrée en orthopédie et étant donné que j'avais déjà fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat pendant ma résidence et j'ai pas réussi à finir le doctorat pendant la résidence. Donc, j'ai fait aussi un premier fellowship à l'Université de Montréal en pied-cheville. Et finalement, j'ai fait comme mon dernier fellowship à l'Université Harvard à Boston en médecine du sport pédiatrique. Et donc, suite à cette longue formation, je suis revenue au CHU Sainte-Justine en 2013. J'ai commencé là, ma pratique en médecine du sport pédiatrique et je travaille depuis là, comme clinicienne chercheur. On a mis sur pied une clinique de médecine du sport pédiatrique ici et donc je suis très impliquée là, dans ce domaine-là, là, tant en clinique qu'en recherche. Puis là, de ce que je comprends, vous avez fait 2 fellowships plus un PhD avant d'aller travailler à l'hôpital Sainte-Justine. Et moi, je me questionne, est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour travailler dans un centre universitaire ou vous êtes un petit peu, vous avez fait un petit peu plus ce qui était demandé? Mmh. C'est une bonne question. En fait, chaque département universitaire a ses prérequis pour, ses professeurs. Donc, le département de chirurgie à l'Université de Montréal, c'est 2 années de fellowship. Si quelqu'un a fait un PhD, pendant sa résidence, ça pourrait être juste 1 année de fellowship, mais honnêtement, c'est quasi impossible de faire ça. Donc, en général, les gens font au moins 2 années de formation complémentaire après la résidence. OK, intéressant. Puis là, vous avez fait, chirurgie orthopédique pédiatrique, là. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette, sous-spécialité-là? Hem, Bonne question. En fait, je me suis jamais vraiment posé de question pourquoi, j'allais en orthopédie. Quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, comme j'ai dit, j'ai commencé à faire la recherche pendant mon bac, puis cette recherche-là, c'était à l'hôpital Sainte-Justine. Puis j'ai gravité beaucoup dans la clinique d'orthopédie, puis, c'est là vraiment que je suis tombée en amour un peu avec le milieu, avec les pathologies, l'ambiance de l'équipe ici. Hem, Puis mon background aussi en musculo-squelettique, de mon bac en kinésiologie, tout ça, c'était comme naturel pour moi de m'orienter vers l'orthopédie pédiatrique. Puis c'est ça, comme j'ai dit, je suis rentrée en médecine pour travailler à Sainte-Justine, comme orthopédiste pédiatrique. Donc
c'est la décision a juste été comme naturelle dans mon parcours. Ah ouais, OK, c'est vraiment intéressant, je savais pas ça. Puis là, on parle d'orthopède, c'est quoi les autres types de sous-spécialités en chirurgie orthopédique, disons qu'on est intéressé par la spécialité? Il y a vraiment beaucoup de choses en fait. L'orthopédie, vous avez juste à penser comme au squelette, tout ce qui peut toucher les os, les articulations, puis vous allez avoir une surspécialité là-dedans. Fait qu'on a les extrémités, mains, poignets, pieds, chevilles. Après, on a tout ce qui est rachis, la colonne. Après, on a la médecine du sport, on a la pédiatrie. Fait que même la pédiatrie peut se surspécialiser. Comme vous voyez, moi, je fais de la pédiatrie, mais je fais vraiment de la médecine sportive pédiatrique. Je fais pratiquement pas d'autres types de pédiatrie. Il y a la trauma, il y a l'oncologie euh, et la reconstruction, tout ce qui est prothèse, remplacement articulaire. Fait que ça fait pas mal le tour des différentes surspécialités. Puis disons que là, je comprends qu'il y a beaucoup de surspécialités, puis là, on parle de 2 fellows, pour travailler à Sainte-Justine, puis même moi qui fais mon externat, à Gatineau, qui est un centre considéré comme communautaire, je pense que la plupart des chirurgiens ont au moins un fellow, même 2, c'est vraiment pas rare. Je me demandais si est-ce que c'était quelque chose qui était courant à faire plusieurs fellows? Puis même si on a un fellow, c'est quoi le bread and butter? Est-ce que, mettons, je fais une prothèse d'épaule, est-ce qu'il faut quand même que je sois capable de faire d'autres choses en orthopédie qui serait considéré comme la base? C'est une bonne question. Il y a les gens qui vont travailler en milieu communautaire, il y en a beaucoup qui vont pas faire de fellow, qui vont directement travailler, en centre périphérique et avoir une pratique plutôt, diversifiée. Hem, il y en a même en centre communautaire ou en centre périphérique qui vont préférer faire une année de surspécialité pour se sentir plus confortable, amener à l'équipe là-bas peut-être une expertise un petit peu plus poussée dans un domaine. Mais en général, en périphérie, c'est pas nécessaire. Quand on va en centre universitaire, c'est certain que là, on devient sur-spécialiste, puis, heu, on devient vraiment ultra expert dans un petit domaine, puis tout ce qui est autour même de l'orthopédie, on oublie beaucoup de choses, là. Mais ça, c'est très, très différent les 2 milieux de pratique. Pour une journée d'autres questions, je pense que c'était une journée typique, ça ressemble à quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais en fait, tu sais, vous parlez beaucoup que là, il y a des chirurgiens qui sont plus un peu spécialisés dans la prothèse genou. Est-ce que le mythe du chirurgien spécialisé dans le gros orteil existe vraiment ou faut quand même avoir des connaissances, d'orthopédie générale, ou ça se perd un petit peu au fil des années? Ça se perd un petit peu, mais c'est certain que quand on devient sur-spécialiste, veut pas, notre bread and butter, ça va être pas mal tout le temps la même chose. Par exemple, moi, en médecine du sport, ben, mon bread and butter, c'est faire des chirurgies ligaments croisés. Donc ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça qu'on voit le plus en clinique. Maintenant, il faut être aussi sur-spécialiste pour pouvoir faire les révisions de ligaments croisés, ceux qui sont un petit peu plus compliqués. Puis il y a plein d'autres choses aussi en médecine du sport là, auxquelles on peut avoir à traiter. Hem, je te dirais peut-être les gens qui font de l'arthroplastie, la prothèse, souvent c'est très très répétitif. C'est un petit peu tout le temps la même chose, prothèse de hanche, prothèse de genou, prothèse unicompartimentale, mais ça tourne tout le temps un petit peu aux mêmes choses, sauf quand tu arrives dans les contextes de révision. Fait que c'est sûr que quand tu deviens spécialiste, veux pas, ta pratique va être plus nichée, puis ça va vraiment, être plus routinier si on veut. Puis mettons là, vous avez parlé qu'on perdait un petit peu plus de la généralité, mais c'est quoi la généralité qu'on parle? Mettons, c'est quoi qu'un orthopédiste qui fait pas de surspécialité, à quoi sa pratique va plus ressembler? Ben, comme prenons mon exemple encore une fois, là, moi je fais la médecine sportive pédiatrique, donc tout ce qui est, arthroplastie, remplacement articulaire, à Sainte-Justine, on n'en voit pas. Donc après plus de 10 ans de pratique, c'est certain qu'aller faire une arthroplastie pour moi, surtout que le domaine a évolué, il y a plein de nouvelles, technologies et cetera, c'est certain que je pourrais jamais faire ça à ce stade-ci. Il y a d'autres choses comme la trauma, tout ce qui est fracture et cetera. Ça, on en voit beaucoup. Moi, je vais avoir des fractures d'enfants, donc c'est un petit peu différent des fractures d'adultes. Fait que c'est certain que si j'allais prendre la garde en adulte, je serais peut-être pas tant à l'aise au début, mais les principes de trauma restent les mêmes, donc ce serait peut-être pas si pire. Mais c'est certain que quand on commence à se surspécialiser en milieu universitaire, il y a une grosse partie là de ce qu'on fait pas qu'on va oublier parce qu'on l'utilise pas. Puis mettons là, vous parlez de trauma, ce serait quoi le bread and butter d'une personne qui est spécialiste, mais qui doit aussi couvrir les gardes, à Sainte-Justine?
Ben, en fait, dès qu'on est en milieu universitaire, la routine est pas mal la même. On a une mission d'enseignement en plus de notre mission de clinique. Et ce que ça fait, ça, c'est que souvent, notre journée commence avec une session d'enseignement. Donc, moi, de 7h30 à 8h30 tous les matins, on a une réunion d'enseignement. Ensuite, c'est des activités cliniques. Les activités cliniques vont varier, soit la salle d'opération ou la clinique. Je fais aussi de la recherche, donc beaucoup de réunions de recherche, supervision d'étudiants, et cetera, qui vont comme rentrer un petit peu à travers tout ça. Puis, mettons à quoi qu'on devrait s'attendre au niveau, plus technique, au niveau plus de la clinique, c'est quoi un orthopédiste, c'est quoi qu'il faut qu'il sache dans son day to day, disons, là? C'est quoi qui fait ses patients, ils ressemblent à quoi? C'est quoi le plus mais là, plus pour vous, puis peut-être plus en général aussi, là, pendant votre résidence, c'était quoi votre bread and butter? Ben, la résidence, c'est très différent parce que la résidence, tu pas encore patron, donc c'est pas toi qui as la responsabilité finale des patients, mais tu as beaucoup de responsabilités, par exemple, à l'étage, tous les patients qui sont hospitalisés. Ça, c'est quelque chose qui s'ajoute là à la responsabilité des résidents de faire comme les tournées, être sûr que tout le monde, va bien à l'étage, les congés et cetera. Comme résident aussi, tu dois apprendre l'orthopédie, donc il y a beaucoup de lectures à faire, beaucoup de d'auto-apprentissage personnel. Puis ça passe par exemple, les cas. Tu sais, tu demandes c'est quoi le bread and butter, les cas, mais en trauma, puis ça, tout le monde va en faire, c'est des fractures. Donc, des fractures de n'importe quel os du corps, tout ce qui est traumatologie plus, haute énergie, tu sais, les accidents de véhicules, et cetera, faut connaître la prise en charge initiale. Donc, quand on a un cas comme ça, mais à chaque fois, il faut aller lire un petit peu parce qu'avant de réviser avec son patron, on veut être sûr qu'on connaît un peu la matière. Fait que c'est beaucoup de l'apprentissage par cas. Même chose quand on est résident, on assiste les patrons en salle d'opération. Donc là, la veille de nos salles d'opération, il faut aller lire sur nos cas pour pas arriver à la salle d'op puis: «Ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?» Il faut être préparé, il faut avoir lu la veille, savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire. Puis c'est de cette façon-là qu'on apprend aussi, la chirurgie. Puis mais là, juste parce qu'on peut retourner sur mon autre question tantôt, là, mais vu qu'on parle de la résidence, écoutez, moi qui veux aller en ortho, puis beaucoup de gens aussi, on se parle de la fameuse résidence en orthopédie qui est, ma foi, n'a pas une très bonne réputation. Je me demandais à quel point cette réputation-là, était vraie, puis, ben, c'est ça, est-ce que on doit s'attendre à 5 ans d'atrocité ou 5 ans pas trop pire ou On va rester réaliste. La résidence en orthopédie, c'est difficile. Ça va pas être, un party tous les jours. On a beaucoup, beaucoup de matière à apprendre. Comme j'ai dit, toutes les surspécialités qui existent. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre. Il faut apprendre à être un chirurgien en plus. Dans nos objectifs du Collège royal, il y a des objectifs de recherche aussi, à atteindre. Donc, on doit en faire pendant la résidence. Donc, c'est certain que, oui, c'est difficile. Tu sais, oui, les conditions, il y a des conditions qui se sont améliorées dans les dernières années en termes de lendemain de garde, et cetera, mais reste que quand tu es résident, souvent ton lendemain de garde va toujours arriver la journée, tu avais une belle journée de salle d'op que tu avais préparée avec des beaux cas. Fait que la réalité, c'est que souvent, ben, on en fait beaucoup, donc oui, c'est fatigant. Le soir, faut étudier, puis, donc non, c'est pas une résidence facile, mais quand on aime ça, on arrive à passer au travers. Puis, là, pour revenir un petit peu, juste pour être certaine, là, c'est quoi qu'un étudiant en médecine qui se dit: «Ah, moi, je serais intéressé par l'ortho», puis qui vous dirait, «Ah, mais j'aime pas, faire X, Y, Z», qui ça vous mettrait la puce à l'oreille que peut-être l'orthopédie, c'est pas quelque chose, que la personne devrait aller, là? C'est quoi qui est inévitable dans l'orthopédie que tu dois aimer pour, te dire que c'est la spécialité pour toi? Faut aimer le bloc opératoire. Donc ça, c'est la base. L'orthopédie, on est des chirurgiens. C'est ça qui est merveilleux de cette spécialité-là, c'est qu'on a un problème, puis on a la chance d'aller faire des chirurgies pour régler le problème. Je pense que c'est ce que tout le monde en orthopédie, tous les orthopédistes aiment, cet, aspect très tangible de notre spécialité. Donc si on n'aime pas la salle d'op, si on n'aime pas la chirurgie, les gestes techniques, certainement c'est pas la bonne spécialité pour vous. Faut aimer aussi le système musculo-squelettique, faut aimer la mécanique, comprendre,
qu'est-ce qui se passe dans les articulations, dans les fractures, comment réparer les fractures. Ça, c'est aussi une, partie importante. Faut comprendre aussi que même, tu sais, j'ai dit que la résidence en orthopédie, c'était difficile. La pratique comme orthopédiste, c'est difficile aussi. On travaille encore fort. Faut pas avoir peur de faire des nuits, de travailler la nuit parce que si on a des cas d'urgence qui arrivent le soir très tard, la nuit, il faut les faire la nuit. Fait que c'est pas une spécialité où on va se dire: «Ah, ma résidence, c'est fini, maintenant je vais juste comme travailler de 8 à 4». C'est pas ça du tout, là. On travaille très, très fort, puis il faut comprendre qu'il y a des gardes qui viennent avec le travail et que ça c'est beaucoup de travail aussi. Puis vous avez parlé un petit peu de l'aspect chirurgical là, pour quelqu'un, ben, je pense que ça tient tout son sens. Là. Quelqu'un qui veut aller en orthopédie, il faut qu'il aime le bloc. Mais c'est quoi la place des orthopédistes justement pour le traitement un petit peu plus conservateur? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que les orthopédistes, s'ils opèrent pas, si tu opères pas et tu vas pas voir un orthopédiste, il y a quand même un traitement conservateur qui est pris en charge par les chirurgiens. Ouais, c'est certain on reste des spécialistes musculo-squelettiques. Donc, première ligne de traitement, c'est toujours un traitement conservateur. Parfois, ça a été fait si nos patients ont été vus par des médecins sportifs ou en physiatrie ou même les médecins de famille. Parfois, ils ont déjà fait leur traitement conservateur et quand ils arrivent à nous, ils sont prêts pour la chirurgie. Mais souvent aussi, on les voit puis ils n'ont eu aucun traitement fait. Donc, on va amorcer d'abord un traitement conservateur et la chirurgie va seulement être planifiée après un échec de ce traitement-là. Puis, les orthopédistes aussi travaillent vraiment beaucoup avec, les physios, puis, ben, est-ce qu'il y a d'autres spécialités comme la physiatrie aussi que les orthopédistes travaillent beaucoup ou c'est quoi, les mettons, les spécialités que l'orthopédiste va vraiment plus travailler conjointement? Mais c'est vrai qu'en termes de professionnels de la santé, on travaille beaucoup avec les physios. Les orthopédistes qui font la main poignet vont peut-être travailler plus avec les ergothérapeutes, mais on est très complémentaires comme spécialité, là, donc les physiothérapeutes sont excellents à faire l'évaluation du système musculo-squelettique, l'examen physique et cetera. Puis c'est eux aussi qui, une fois que nous on a fait la chirurgie, mais c'est eux qui prennent le patient pour la prochaine étape, la partie réadaptation qui est ultra importante aussi après une chirurgie. Donc je pense que c'est vraiment les professionnels de la santé les plus impliqués là avec nous. Puis, mettons, moi, je me questionne, là, vous parlez aussi de l'aspect chirurgical, c'est vraiment important pour une personne qui veut aller, ben, en orthopédie. Des fois, on parle souvent de la physiatrie aussi qui englobe vraiment beaucoup le système musculo-squelettique puis qui serait comme la spécialité, comme l'ortho, mais pas de bloc, puis avec une qualité de vie qui est un petit peu meilleure, là, de ce que j'ai entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce comparatif-là ou pas vraiment? Ben c'est certain que, l'aspect, la physiatrie, c'est des spécialistes squelettiques comme les orthopédistes. C'est certain qu'ils ont pas, de garde, en tout cas pas de garde de nuit ou de, tu sais, se déplacer à l'hôpital au milieu de la nuit. Donc quelqu'un qui aurait peur de cet aspect-là de l'orthopédie, c'est certain que la physiatrie, quelqu'un qui aime le système musculo-squelettique, c'est une super bonne option. Ils ont aussi des surspécialités qui vont, utiliser, des techniques, des injections, des infiltrations éco-guidées, différentes techniques. Bref, il y a quand même une façon d'aller chercher cet aspect-là. Hem, mais c'est certain qu'à la base, en termes de qualité de vie, si on enlève les nuits, ça améliore quand même, la qualité de vie. Ouais, je me doute. Puis moi, je me questionnais, c'est sûr que vous travaillez avec une population pédiatrique, là, vous êtes, orthopédiste pédiatrique, mais, pour les orthopédistes qui sont plus dans la population générale, là, c'est quoi le type de population avec laquelle, l'orthopédiste, ou un étudiant en médecine doit s'attendre à travailler s'il décide d'aller en orthopédie? Comme l'orthopédie plus générale. Ouais, exact. Un orthopédiste en périphérie va travailler avec n'importe quel patient. Donc, en périphérie, les orthopédistes vont autant prendre en charge les jeunes que les personnes très âgées. Donc, c'est vraiment littéralement tous les patients qui vont avoir des pathologies un peu différentes. Mais c'est ce qu'on parlait tantôt. Quand on est en périphérie, on reste très versatile, puis on est capable de traiter tout le monde pour différentes pathologies. Puis quand ça dépasse, nos connaissances ou que ça nécessite des soins plus spécialisés, mais c'est là qu'ils réfèrent dans les centres, les milieux tertiaires. Super intéressant. Puis moi, je me demandais aussi, c'est quoi les qualités que vous pensez qui sont essentielles, pour un étudiant ou pour pour être un bon futur résident en orthopédie puis un bon orthopédiste? Faut être travaillant,
c'est certain. Ça, c'est une qualité qu'on a, c'est vraiment la base. Il faut avoir la passion de l'orthopédie parce que ça aussi, si on l'a pas, ça va vraiment être très long. Il faut aimer, vouloir aller, travailler. Hem, il faut avoir un bon jugement aussi. Il faut savoir comme prendre des décisions rapidement parce qu'on a une charge de travail qui est élevée, des grosses cliniques, fait qu'on n'a pas le temps de penser là, à notre cas pendant des heures et des heures, puis analyser. Il faut prendre des décisions rapidement, poser des actions. Donc, je dirais que c'est peut-être les 3, principales qualités. Puis je me demandais justement, pour avoir fait mon stage d'orthopédie, des fois, ça va super rapidement, puis on dirait que, des fois, c'était difficile pour moi d'avoir un contact avec, le patient, puis on dirait que je trouvais ça un petit peu, difficile. Moi, j'aime ça des fois parler, puis un peu trop d'ailleurs là, mais, est-ce que vous trouvez quand même ça possible, vous étant patronne, d'avoir un lien, puis d'établir un lien aussi avec les patients pendant vos cliniques, pendant les chirurgies ou, Mmh. c'est Beh, je pense que l'avantage, puis, le privilège que j'ai de travailler avec les enfants, c'est ça, c'est on a l'avantage d'avoir des cliniques beaucoup moins chargées, donc plus de temps pour la discussion. On a des patients qui sont là avec leurs parents, donc c'est certain qu'un parent veut vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ça rend les consultations beaucoup plus longues. Moi, j'ai l'impression d'avoir le temps de parler rapidement, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus le temps de parler qu'en milieu adulte. J'ai commencé ma pratique en travaillant aussi à Sacré-Cœur, où je faisais du pied-cheville essentiellement. Puis, tu sais, on avait facilement des cliniques de 40 patients. Puis là, on n'a pas le temps de parler, là. C'est vraiment, on analyse, on prend des décisions, on passe au prochain patient. OK, fait que, de ce que je comprends, ça dépend aussi de la sous-spécialité, mais normalement, dans une clinique où est-ce que tu as beaucoup de patients, tu as pas nécessairement la chance d'établir un lien avec, cette personne-là, malheureusement. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que dans notre contexte aussi, sans rentrer en politique là, mais tu sais, il y a de plus en plus de patients qui doivent être vus, tout ça. On nous demande d'être de plus en plus efficaces. Fait que c'est certain que non, tu pourrais, toi, dire: «Bon, moi, aujourd'hui, je vais voir juste 10 patients dans ma journée», mais ta liste d'attente va s'accumuler à l'infini, puis, le système fonctionnera pas, là, si on fait ça. Ça fait du sens. Écoutez, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le mythe ou réalité, là. On en a un petit peu, parlé un petit peu, de la résidence puis tout ça, là, mais, est-ce que c'est vrai que, les gardes sont moins demandantes en orthopédie que les autres spécialités, comme, chirurgie générale ou chirurgie vasculaire parce qu'une fracture peut toujours attendre au lendemain matin? Hem, Beh, oui, c'est vrai qu'en orthopédie, la trauma, il y a beaucoup de traumas qu'on appelle froides. La trauma froide, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le faire tout de suite, puis on peut le remettre au lendemain matin. Il y a certaines urgences qui doivent être faites rapidement, tout ce qui est fracture ouverte, les traumas avec une atteinte vasculaire, une atteinte neurologique. En général, faut mettre nos jeans puis aller à l'hôpital pour les faire. Donc on a quelques urgences comme ça où on n'a pas le choix de se déplacer. Sinon, oui, il y a beaucoup de traumas qui peuvent être remis au lendemain. Par contre, encore une fois, dans notre contexte actuel, là, le lendemain, mais il y a déjà beaucoup d'urgences. Donc, c'est pas si évident parce que là, on remet nos urgences au lendemain, on peut pas passer dans la journée, on est encore rendu le soir, si on le remet au lendemain. L'orthopédie est jamais vraiment prioritaire dans jamais, donc, on est une spécialité qui attend. On attend après les autres chirurgiens pour pouvoir passer nos cas. OK, je comprends. Fait que dans le fond, ça se peut que tu le fasses pendant la nuit parce que justement, c'est pas prioritaire. Ouais, exactement. Donc oui, on a des cas qui sont prioritaires, qu'on va venir faire pendant la nuit, qu'on va passer devant d'autres, par exemple, mais la plupart de nos cas de fracture, par exemple, c'est des cas qui sont pas prioritaires, puis qui vont être remis au lendemain, puis quand on les fait la nuit, c'est parce que là, ça fait 3 jours que la personne est à jeun, puis il faut le faire. OK. Pour entrer en ortho, tu dois avoir au moins 5 projets de recherche. Mythe ou réalité? OK, bonne question, Karianne. Heu, pour entrer en ortho, il y a pas un seul chemin. Oui, on sait que rentrer en ortho, c'est difficile. Il y avait classiquement pas beaucoup de place, en ortho, mais ça va augmenter. Donc il y a de l'espoir pour ceux qui s'en viennent. Hem, L'important, je pense, pour entrer en ortho, c'est de confirmer rapidement que c'est ce qu'on aime, de s'exposer à l'orthopédie, écouter des podcasts, comprendre c'est quoi, puis s'assurer que c'est ça qu'on veut faire. Une fois qu'on le sait,
Oui, là, il faut essayer de s'exposer, soit, faire des stages dans différents milieux, connecter avec les résidents dans les programmes pour, se faire connaître, se faire des contacts. Puis ensuite pour les projets de recherche, ben là, on essaie de s'impliquer, c'est certain, on essaie d'avancer différents projets, de présenter nos projets. Mais non, c'est pas vrai que ça prend 5 projets de recherche, mais oui, ça prend un petit dossier de recherche quand même, mais il y a pas un nombre minimum. Faut juste en avoir fait un petit peu. La recherche, faut le voir aussi comme une façon de se faire connaître par des patrons, parce que quand on fait un projet de recherche, on est vraiment impliqué avec un patron qui va tranquillement nous, tu sais, on va gagner sa confiance. Puis cette personne-là va probablement être la personne qui va nous faire une belle lettre de référence à la fin. Puis j'imagine, tu dans les spécialités où est-ce que justement les programmes de résidence sont un petit peu plus restreints, le fait de se faire connaître, je pense que c'est quand même assez aidant. J'imagine il y a aussi il faut quand même être une personne travaillante, comme vous avez dit, là, puis avoir les qualités, comme vous avez parlé, un petit peu plus tôt. Écoutez, c'est sûr que, là, c'est un autre mythe ou réalité. C quand on parle d'orthopédie et on parle aussi de vie de familiale, un petit qui prend un petit peu le côté. J'aimerais mythe ou réalité, est-ce que c'est vrai que quand on est chirurgien ou chirurgienne orthopédiste, notre vie familiale est un petit peu mise à part? Je pense que quand on est médecin, at large, notre vie familiale est mise à part, hein, parce qu'on a des responsabilités tellement importantes, que peu importe la spécialité qu'on choisit, je pense que ça va être le cas. Maintenant, si tu me poses la question à moi, oui, c'est certain que j'ai cette impression-là tous les jours. Autant l'impression que ma vie familiale est mise à part, mais autant qu'au travail, à cause de ma vie familiale, je suis comme moins performante. Donc, c'est un petit peu des 2 côtés qu'on voit, cette cette sensation de pas être optimale, autant dans notre famille que dans notre travail. Puis comment que mettons vous ou mettons pour une personne qui décide d'aller en chirurgie orthopédiste, est-ce que vous pen en chirurgie orthopédique, est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose qui pourrait restreindre la personne? Justement, si une personne veut, une famille et puis considère sa vie mettons qu'il veut quand même avoir une vie personnelle, pendant sa pratique médicale? Mais c'est une bonne question. Je pense que l'orthopédie reste un choix. Après, on peut choisir notre milieu de pratique. Tu sais, on a parlé de la pratique universitaire, ce que moi je fais. C'est sûr qu'il y a d'autres exigences de faire de la recherche, de faire de l'enseignement. Puis ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Alors que quand tu es en région, mais il y a peut-être plus de façons de gérer notre horaire pour avoir peut-être des journées plus légères parfois ou donc, une fois qu'on termine la résidence, je pense selon le milieu de pratique qu'on choisit, probablement qu'il y a des milieux plus favorables à ça. Mais je veux vraiment qu'on garde en tête que toutes les spécialités, la médecine de famille inclus, c'est toutes des spécialités que selon nos choix, ça peut devenir très difficile de gérer travail-famille. Je trouve c'est vraiment intéressant votre point de vue, puis je trouve que c'est quand même assez, ben, réaliste, là. C'est de dire que c'est vrai, là, les gens qui sont en médecine ont c'est pas toujours évident non plus, puis peu importe la spécialité, c'est beaucoup de travail. C'est quoi un autre mythe ou réalité? C'est quoi le fameux mythe? Est-ce que le fameux mythe d'orthobro, est-ce qu'il est vrai? Je dirais pas qu'il est complètement faux. C'est certain que l'orthopédie, c'est la spécialité où il y a le moins de femmes. Donc, selon les pourcentages, là, ça varie entre 8 à 12-15. Avant qu'on atteigne la parité, là, il y a des études qui ont démontré que ça prendrait comme presque 300 ans avant qu'on arrive à 50-50. Hem, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour, faire changer ça. C'est lent. Hem, Ça reste vraiment une institution très ortho c'est bien dit. Mais tranquillement, ça change. Pour l'aspect chirurgical, souvent les gens le voient comme ça. C'est certain que tout est fait pour, plus le sexe masculin, là. Tu sais, des gros instruments, puis tu sais, les trucs sont pas nécessairement adaptés, hem, pour les femmes qui ont peut-être moins des plus petites mains, moins de force et cetera. Mais je pense que ça, justement, plus qu'il va y avoir de femmes dans la profession, plus qu'on va dire: «Ben, c'est pas fait pour nous», puis on va trouver des solutions parce que à la fin, c'est juste un peu de la force physique, là, donc il y a des façons de pallier à ça. C'est juste qu'il faut trouver des solutions. Puis ça prend des gens, qui vont faire la recherche là-dedans pour essayer d'aller trouver, des façons de faire les choses mieux.
Puis c'est en ayant de plus en plus de femmes dans le domaine qu'on va arriver à ça. Puis ma prochaine question, là, c'était quel stéréotype de votre spécialité que vous pensez qui est vrai? Est-ce que ce serait justement l'orthobro n'est pas complètement faux en ce moment? Ou est-ce qu'il y a un autre stéréotype que vous dites, OK, c'est vrai que ça, c'est vrai dans ma spécialité? Ben, Disons, tu sais, c'est mettons un stéréotype que j'entends beaucoup, c'est que les orthopédistes connaissent pas leur médecine ou que les fait que ça, c'est quand même un principal. ben, ça, c'est vrai, c'est comme tu sais, pour ceux qui sont encore en formation médicale, vous voyez le système musculo-squelettique, on surfe un peu dessus, là. On va pas très en profondeur là-dedans dans la formation de médecine, malgré que c'est super important. Donc, c'est certain que l'orthopédie, c'est très différent de la médecine. Puis, on a tellement de choses à apprendre que c'est sûr qu'il faut faire un peu de place dans notre cerveau là, quand on apprend l'orthopédie. Donc, plus qu'on avance en âge puis en pratique, tout ce qui est médical pur, c'est certain que malheureusement là, on peut pas garder toutes ces connaissances-là. Alors que les gens en chirurgie générale, par exemple, vont en garder plus parce qu'ils traitent peut-être des pathologies qui ont plus de liens avec ça, alors que nous, en orthopédie, on est pas mal déconnectés. Super intéressant. Mais on a parlé un petit peu tantôt là, de l'orthopédie, puis des gens qui voulaient rentrer en orthopédie, des postes, deux fellows en centre universitaire, un fellow en centre plus communautaire. Je me demandais, c'est quoi, puis le futur de l'orthopédie selon vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est externe, il doit se dire, ah, peut-être que l'orthopédie, ça m'intéresse, mais il n'y aura pas nécessairement de poste pour moi quand que je vais graduer, ou c'est pas quelque chose qui devrait restreindre quelqu'un à appliquer en ortho? Non, je pense pas que personne devrait se dire ça parce que c'est au contraire, là, il y a beaucoup d'orthopédistes qui sont plus avancés en âge. Il y a tout le fait que le privé qui commence à s'ouvrir. Moi, au contraire, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de postes dans un avenir pas trop lointain. Donc, n'importe qui a un intérêt pour ça, une passion pour ça, je me restreindrai pas à aller en orthopédie en me disant qu'il y aura pas de travail pour moi après. Puis mettons justement là, la personne vous a écouté puis elle a dit: «OK, moi, je pense que c'est une entrevue quand même assez réaliste de la pratique de l'orthopédie». Puis la personne s'est dit: «Moi, c'est qu'une pratique qui m'intéresse». C'est quoi les conseils, que vous donneriez justement pour, un étudiant ou une étudiante qui veut aller en ortho? Les conseils comme pour rentrer en ortho? Ouais, rentrer en ortho, qui appliquerait. Ben, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, je pense que à la base, faut vraiment comme être convaincu que c'est ça qu'on veut faire. Je pense que être certain que c'est ça qu'on veut faire, puis après, il faut juste se donner à fond. Faut comme j'ai dit, s'exposer, être là, être présent, lire, avoir des bonnes connaissances, montrer qu'on aime ça, puis qu'on est capable d'apprendre, qu'on est capable d'être utile aussi quand on est en stage, tu sais, de pas être juste l'externe qui est un petit peu, visiteur, si on veut, mais d'être vraiment proactif, puis ça devrait pas être quelque chose qu'on doit se forcer à faire non plus. Tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à ça en général ça va être juste naturel de le faire comme ça. Donc ça, je pense que c'est un, savoir ce qu'on veut faire, puis 2, s'exposer, parler à des gens. Si vous écrivez à quelqu'un pour faire un projet de recherche qui vous répond pas, vous relancez, heu, vous en essayez d'autres, vous écrivez à plein de monde. À un moment donné, vous allez trouver quelque chose, puis, on va vous connaître, puis faut pas lâcher. Parfait. Écoutez, docteur No, sur ça, je pense qu'on a quand fait un bon tour, de votre spécialité, aussi donné des super bons conseils justement pour les externes, les étudiants en médecine qui sont intéressés, par l'orthopédie. Je sais pas si vous avez un petit mot de la fin, un message que vous voulez, transmettre aux étudiants en médecine? Ah, ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis justement, la gestion famille, travail, où est-ce que vous pouvez vous rendre, et cetera, je vous invite à suivre mon compte Instagram personnel pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un orthopédiste. Et aussi, ben, Karianne, ce qu'on fait ensemble, là, le sideline, je pense que pour n'importe qui a un intérêt pour ça, le musculo-squelettique, c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant à suivre pour en apprendre plus, puis avoir une bonne idée de tout ce qu'on peut connaître là, quand on est dans ce domaine-là. Mais sinon, si vous avez la passion, allez-y, lâchez pas. Parfait, merci beaucoup, docteur No. Merci, Karianne.
Alors, merci beaucoup, Dr. No, pour le merveilleux épisode. Je pense que c'était super intéressant, super réaliste aussi là, pour toutes les gens qui seraient intéressés par une spécialité chirurgicale comme l'orthopédie ou peut-être un petit peu plus la physiatrie. J'invite tout le monde qui ont aimé le podcast de le liker, de le partager aussi avec des amis. Je vous invite aussi à devenir résident affilié du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. C'est gratuit, ça pourrait vous apporter beaucoup. C'était Karianne Driade, votre animatrice au podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.